on va commencer ce colloque. Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue et merci à toutes celles et tous ceux qui, par leur pugnacité et leur soutien indéfectible à la Palestine, ont permis que ce colloque puisse se tenir aujourd'hui dans les locaux de la Bourse du Travail. Tenir cette réunion au cœur de la Bourse du Travail des Bouches-du-Rhône contribue à redonner le sens historique des lieux que nous occupons. Ce n'est pas juste un bâtiment, c'est une histoire dont nous sommes les continuateurs, celle de l'organisation des travailleuses et travailleurs, à la fois dans la défense de leurs droits, la rencontre des travailleurs centrés de leur profession et le développement de l'autonomie politique et culturelle de notre propre classe. Comme le rappelle la Charte d'Amiens, les bourses du travail sont l'image de la société que nous voulons pour le futur. Le thème du colloque aujourd'hui entre parfaitement en résonance avec le choix de société que nous portons. Une société libérée de toute forme d'exploitation et donc anticolonialiste, une société de paix, donc libérée des armes, une société anticapitaliste, donc libérée de la spéculation et du profit. Ici, nous nous arrêterons plus longuement dans le cours de l'échange sur le trafic d'armes et les spéculateurs de guerre. Avant toute chose, arrêtons-nous quelques instants, car chacun a dans sa tête, dans son cœur, dans ses tripes, dans sa chair, sur le calvaire que vit le peuple palestinien. Sous nos yeux, un génocide se déroule. Sous nos yeux, donc, le massacre programmé et le martyre d'un peuple tout entier. Les 2 millions d'habitants de Gaza auront été tous déplacés et une partie exterminée. En 5 mois, 6 maintenant. Du nord vers le sud, où, aujourd'hui, ils sont coincés à une frontière de barbelés, sous un déluge de bombes et ne pouvant se rendre nulle part. Avec des camps se mettant en place où la malnutrition, les épidémies et les traumatismes sont omniprésents. Honte aux donneurs de leçons du fatal mois d'octobre. Honte aux censeurs de la pensée répétant à tour de bras le droit légitime d'Israël à se défendre. Honte à ceux qui clouaient au pilori les voix qui ont refusé dès le début de mettre sur un pied d'égalité un État colon surarmé avec une volonté expansionniste et un peuple qui se défend contre son oppresseur. Aujourd'hui, ils portent la complicité d'un génocide, appelé tel quel par la Cour internationale de justice, et livrer des armes à un État génocidaire est également une complicité. Ils devront rendre des comptes devant l'histoire. Car selon le rapport 2023 du ministère français des Armées, la France a exporté près de 200 millions d'euros d'armement à Israël entre 2013 et 2022, faisant de la France l'un des plus grands exportateurs d'armes à Israël après les États-Unis. Selon ce même rapport, les armes exportées par la France incluent des bombes, des torpilles, des roquettes, des missiles et autres dispositifs et charges explosifs et accessoires connexes. Moi, je ne suis pas une grande connaisseuse militaire. Mais... À cette liste s'ajoutent également des systèmes de haute technologie de guidage, des missiles et des bombes, ainsi que des pistolets mitrailleurs. Nous refusons d'être les complices passifs et de payer le prix de l'effort de guerre d'un pays qui a à sa tête un va-t-en-guerre et ses amis spéculateurs de guerre, prêts à prospérer sur le sang des peuples pour engranger toujours plus de bénéfices. Les billets de leur compte en banque sont imprégnés de sang, leurs profits ont l'odeur des cadavres des nôtres. Car alors que leur guerre coûte très cher au peuple, plus de 97 milliards de dividendes sont versés aux actionnaires et la fortune de la famille Dassault s'élève, elle, à 31,4 millions d'euros. Merci encore à tous nos invités d'être présents et bon débat. Au nom du collectif Palestine en résistance, qui agit depuis des années dans le département, je tiens à remercier particulièrement l'UDCGT 13 pour son hospitalité. Nos intervenants, bien évidemment, Action Palestine, BDS Provence et, comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, Marseille-Gaza-Palestine, qui ont permis cette rencontre, et bien sûr, Luc qui l'anime. Au moment où la Méditerranée s'enflamme, et où le risque de guerre généralisée au Moyen-Orient n'a jamais été aussi élevé, nous nous joignons aux ONG françaises qui saisissent la justice
pour faire interdire les ventes d'armes à un État qui viole le droit international humanitaire, les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui tuent, affament et privent de toute assistance plus de 2 millions de Palestiniens, tout en lâchant ces colons fascistes soutenus par l'armée coloniale sur la Cisjordanie et Jérusalem. Cet après-midi, prévu de longue date, n'a jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui. Nous tenons à rappeler que ce soir, à 19h30 au Gyptis, les 54 premières années, film du réalisateur israélien Avi Mograbi, se tiendra. Nous rappelons aussi le festival Aflam qui débute aujourd'hui, ainsi que le festival Ciné Palestine. Dans la salle de l'autre côté, vous trouverez des tables d'information. Vous trouverez aussi une table destinée plus particulièrement à écrire des lettres aux prisonnières palestiniennes et nous vous invitons à les rencontrer et à écrire une lettre à ces prisonnières. Enfin, et pour terminer, et même si nous savons que vous êtes souvent mis à contribution, nous insistons sur le fait que nous n'avons jamais eu un centime de subvention de la mairie qui nous ignore honteusement, préférant chercher les voies auprès des soutiens du génocide. Aussi, nous vous espérons généreux et généreuses pour nous permettre de continuer, en particulier le 4 mai au Tourski, pour collecter des fonds pour une aide psychologique aux femmes et enfants à Gaza, et le 15 juin au Mistral, pour accueillir les médecins de Palmed de retour de Palestine. Enfin, nous vous sollicitons aussi pour nous donner un coup de main en fin de conférence, pour remettre en place la salle, car hier nous avons complètement transformé, et nous aurons besoin d'un coup de main et de quelques bras pour tout remettre en état. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là si nombreuses et nombreux. Avant de commencer, on voulait juste faire un petit rappel qui va durer une ou deux minutes, rien de très long. Mais effectivement, on disait merci effectivement à la Bourse du Travail de nous accueillir. C'est toujours précieux d'avoir ces moments d'échange et de réflexion, et c'est spécialement précieux parce qu'il y a des endroits où c'est beaucoup plus difficile. Hier, à Berlin, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y avait le début du Palestina Congress. On a des camarades qui essayaient d'organiser 3 jours de discussion très salutaires dans le contexte allemand dans lequel la censure est beaucoup plus forte. Le congrès a été arrêté brutalement par la police, des militants arrêtés. Et donc avant de commencer, on va juste filmer une petite vidéo de 30 secondes, un message qu'on va leur envoyer en anglais pour leur dire que depuis Marseille, on continue à pouvoir échanger. Donc voilà, on va juste prendre une minute pour ça et après on pourra reprendre. Merci à vous. Merci Marianne, merci Laure. Alors aujourd'hui, cet après-midi, on va parler d'arrêter les livraisons d'armes à Israël. Mais moi, j'avais envie de vous dire quand même, à cette heure sombre de l'histoire où tout va mal, on nous explique que la France est très endettée, que le monde va mal, il y a des urgences climatiques partout. Il y a quand même des raisons de se réjouir et de pousser des cocoricots. La France est redevenue numéro 2 mondial des ventes d'armes au monde. Et ça, c'est chouette. On a un président qui appelle au réarmement démographique, qui lance le service national universel pour renvoyer les jeunes dans les casernes, qui appelle à envoyer des soldats français sur le territoire ukrainien. Donc, c'est merveilleux, on le sait bien. Une bonne guerre, ça relance les affaires. Donc, à l'heure aussi où il nous parle, pardon, j'allais oublier ça quand même, de remettre des centrales nucléaires un peu partout, quand on sait, entre autres, que l'énergie renouvelable se développe bien plus vite et bien plus efficace, et qu'on est en train de construire un second porte-avions nucléaire, parce que le Charles de Gaulle est trop vieux, alors aujourd'hui on s'écharpe pour savoir comment on va l'appeler, Simone Veil ou François Mitterrand. Voilà, ça c'est des trucs plus importants. Donc cet après-midi, on va quand même parler de ces questions d'armement. Moi, je vous ai donné ma position. Je pense que c'est une bonne chose qu'on vende des armes, puisque au moins la France redevient un grand pays. Mais peut-être que Patrice Bouvray, à ma droite, cofondateur de l'Observatoire des armements, ne sera pas d'accord avec ce que je viens de dire, et il va nous l'expliquer. Peut-être
Ariane Lavrieux, journaliste à Disclose, va aussi s'exprimer et nous dire des choses qui ne sont pas forcément en accord avec ce que je viens de dire, et peut-être qu'aussi Marianne et Laure, qui ont pris la parole déjà il y a quelques secondes, qui sont membres du collectif Stop Arming Israël, vont contredire mes propos, secrètement je l'espère. Voilà, donc je cède la parole tout de suite à Patrice Bouvret. Nos intervenants vont s'exprimer chacun à leur tour, et puis d'ici 1 heure, si vous êtes encore en forme, ce qu'on souhaite aussi, on vous donnera la parole, et vous pourrez poser des questions courtes, concises, pour revenir sur approfondir ce qui aurait été dit. Je précise donc que Patrice Bouvret a cofondé l'Observatoire des armements. On peut aussi dire que c'est pas juste un observatoire, c'est le centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits. Ils éditent une revue, la revue Damoclès. Il y a des exemplaires que vous pourrez trouver dans la salle des stands de l'autre côté. Et sur la question de la Palestine et d'Israël, sur le conflit proprement dit, l'Observatoire des armements est engagé depuis 2008, depuis les premières attaques, on va dire, récentes d'Israël sur la bande de Gaza. Donc ils mènent un travail de fond, de renseignement, et ont développé une expertise qui fait que, par exemple, le tribunal Russell les a sollicités pour amener leur lumière sur le problème. Je m'arrête là, je passe la parole à Patrice. Merci Luc pour cette présentation, et surtout merci à vous, à la fois aux organisateurs d'avoir organisé ce débat, parce que c'est un sujet dont on parle très peu, même si là, ces dernières semaines on en parle un peu plus, mais c'est vraiment un sujet qui est passé sous silence de manière générale. Donc l'Observatoire, oui, effectivement, un centre d'expertise qui s'est créé de manière citoyenne il y a maintenant 40 ans pour travailler sur ces questions et pour qu'il y ait un débat en France sur les transferts d'armement, sur l'industrie d'armement et sur l'armement nucléaire de la France, parce que c'est là où on peut agir, bien évidemment, nous, en tant que citoyens, en tant qu'individus vivant en France. Par rapport donc à cette coopération militaire qui s'est mise en place entre la France et Israël, c'est vrai que nous, en tant qu'observatoire, ça fait que depuis 2008 qu'on travaille dessus, donc depuis l'opération Plomb Durci, dans l'idée de savoir quelle était la contribution de la France à la puissance militaire d'Israël. C'est ça notre angle. Là encore, pour l'objectif, bien évidemment, de pouvoir intervenir là où on est, d'essayer de réduire cette coopération militaire qui s'est mise en place entre les deux pays. Pour vous donner un petit peu les raisons de cette coopération militaire, avant que je revienne sur l'historique et puis que je donne quelques éléments sur le type de coopération qui s'est développée, je vais vous dire une citation donc, qui provient du ministère de la Défense et qui éclaire bien le pourquoi de cette coopération a été mise en place. Donc elle date de quelques années déjà, mais elle est vraiment toujours valable. C'est pour le ministère de la Défense, pour le ministère des Armées aujourd'hui, comme on dit, c'est de maintenir en matière d'armement une relation suffisamment active pour permettre d'identifier les domaines où l'expertise israélienne est unie et utile pour notre pays, tout en demeurant extrêmement vigilant sur des propositions de coopération dans des domaines très sensibles ou pour lesquels nos industries sont en concurrence frontale. Dans cette phrase, on a à peu près tous les éléments qui permettent de comprendre ce qui s'est passé. Au niveau historique, parce que peut-être c'est un peu oublié dans la mémoire collective, c'est vrai que la France a été, pendant au moins, on va dire, une vingtaine d'années, le principal exportateur d'armement à Israël, aidant Israël à constituer son industrie de défense. Donc c'est-à-dire à partir de la création d'Israël en 1948 jusqu'à la fin des années 60, c'était la France qui joue le rôle qui est joué aujourd'hui par les États-Unis.
Donc, et la France, en vendant non seulement des produits finis, c'était des armes, des avions, des chars, des fusils, etc., mais surtout vendant des usines, échangeant du savoir-faire au niveau de l'armement conventionnel et aussi des échanges de savoir-faire au niveau de l'armement nucléaire. Donc la France a joué un rôle important dans le fait qu'Israël acquiert l'arme nucléaire, mais c'était déjà à l'époque une coopération à double sens. Parce qu'il y avait des ingénieurs israéliens qui étaient extrêmement compétents, qui avaient participé notamment au programme Manhattan qui a permis de mettre en place la première bombe sur Hiroshima et Nagasaki. Et il y a eu des échanges dans les deux sens, c'est-à-dire qu'effectivement, les Israéliens ont aidé la France aussi dans certains domaines au niveau de l'armement nucléaire, où elle avait quelques difficultés, ou en tout cas ça lui aurait pris beaucoup plus de temps pour devenir la puissance nucléaire qu'elle est encore aujourd'hui. Et notamment aussi, ce qui n'est pas du tout connu, quand la France a fait des essais nucléaires, donc d'abord au Sahara, avant de les faire en Polynésie, il y avait des ingénieurs israéliens qui étaient présents au Sahara, en même temps que les ingénieurs français, pour examiner effectivement, quand on apprend à faire une arme, il y a des choses qu'il faut, en tout cas de leur point de vue, apprendre. Et donc ils étaient là ensemble, ce qui est quelque chose de... Il n'y a aucun autre pays qui a eu une collaboration aussi forte sur l'arme nucléaire entre deux pays que la France et Israël. Et ce qui a permis qu'Israël devienne puissance nucléaire sans faire d'essais nucléaires. Puisque ce qui permet de savoir qu'une puissance est puissance nucléaire, c'est les essais nucléaires. Israël n'en a pas fait, la France en a fait 210, mais c'est une autre histoire, je ne veux pas insister là-dessus. Donc, pendant à peu près une vingtaine d'années, il y a eu une coopération très forte. De Gaulle, en 67, a mis un embargo qui a mis un certain temps à se mettre en place. Il ne s'est pas mis en place de manière immédiate. Il n'y a pas une décision politique, il y a des choses qui se sont poursuivies. Mais c'est vrai que les années 70, il n'y a eu pratiquement plus aucune coopération militaire entre les deux pays. Et c'est en 80, avec Mitterrand, que la coopération militaire entre les deux pays a repris, sous une forme différente de la première fois, où là on est rentré vraiment dans une coopération à double sens, puisque Israël, bien sûr, avait développé, grâce aux États-Unis, mais pas que, grâce aussi à l'investissement qu'ils ont mis dans ce domaine-là, une base industrielle de défense extrêmement importante, dans des domaines assez précis, sur lesquels, alors je vais vite, je vais aller très vite, parce que bon, en un quart d'heure on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais Israël avait développé une expertise, notamment dans tout ce qui est l'autonomisation des outils militaires, ce qu'on appelle les drones, là encore pour aller vite, ce que n'avait pas fait la France. Et quand cette coopération a repris, très rapidement, la France aussi s'est intéressée justement à ces drones et a acquis son savoir-faire en la matière qu'elle a développé grâce à Israël. Donc quand on parle on est vraiment dans une coopération militaire. Effectivement, aujourd'hui, la France, j'ai envie de dire, ne vend plus des armes au sens classique du terme, c'est-à-dire des avions, des chars de combat ou des choses, ça c'est fini. Mais c'est développé entre les deux industries militaires israéliennes et françaises une coopération sur des niches particulières qui sont beaucoup liées à l'électronique notamment, où la France avait un peu de retard et elle a rattrapé son retard grâce à Israël, et aussi pour essayer de, comme le dit cette citation, d'identifier ces domaines où l'expertise israélienne était en avance par rapport à la France et l'acquérir. Et c'est ce qui explique qu'on n'est pas dans des montants extrêmement importants au niveau de la coopération militaire. Au niveau strictement du domaine des armes, du domaine militaire, donc des composants, etc., qui peuvent rentrer dans ce domaine-là, on a une moyenne annuelle au niveau des commandes de 20 millions d'euros par an, ce qui, en la matière,
par rapport à ce que la France vend à d'autres pays. C'est toujours relatif, hein, ces questions-là. C'est relativement ridicule en pourcentage de ce que vend la France, parce qu'on est bon, de l'ordre de même pas 2%, 1%, 2%, suivant les années de ce que vend la France en matière militaire. Elles vont bien plus dans tous les pays du Moyen-Orient, qui sont les principaux acheteurs, l'Inde notamment, enfin un certain nombre de pays. Mais pour autant, c'est pas le montant qui est important, parce qu'effectivement, c'est pas forcément les armes qui coûtent le plus cher, d'une part, qui créent le plus de dégâts, et qui sont le plus fondamentales après dans le développement des armes. Les composants électroniques sont des choses extrêmement importantes pour que les armes elles visent au bon endroit, qu'elles aillent là où les militaires veulent les envoyer avec le plus de précision possible dans leur logique à eux. Par exemple, l'électronique joue un rôle extrêmement important. Et c'est pas là où il y a les montants les plus importants. Et surtout, ce que ne dit pas le ministre des Armées quand il répond aux questions, notamment des journalistes ou des parlementaires qui l'interrogent, où il dit toujours c'est des montants faibles, c'est qu'il n'y a pas seulement le matériel dit militaire. Il y a tout le matériel dit double usage, donc qui correspond justement à tous ces composants électroniques qui peuvent servir à la fois pour le militaire et pour le civil. Et là, on n'est plus du tout sur les mêmes ordres de montants. Alors autant pour le matériel militaire, on a depuis 20 ans un rapport annuel qui nous permet de savoir ce que la France vend en montant financier uniquement, globalement par pays. C'est-à-dire qu'on sait que la France vend 20 millions de matériel à Israël, on ne sait pas lesquels, on n'a pas la liste bien évidemment du type de matériel qui est vendu, on a juste le montant global. Mais sur les composants à double usage, donc qui servent à la fois aux civils et aux militaires, c'est que depuis 2 ans qu'on a des données. Donc là encore, c'est des données qui ont été obtenues grâce au travail militant mené par les différentes associations dans le prolongement, on va dire, du conflit au Yémen, où la France s'est retrouvée très impliquée en vendant beaucoup de matériel aux Émirats, Arabie Saoudite, etc. Dans ce prolongement, il y a eu effectivement un rapport sur les composants à double usage qui est diffusé depuis 2 ans. Et ce qu'on s'aperçoit, donc on a les chiffres pour 2021 et 2022. En 2021, par rapport à Israël, on a pour 160 millions de composants qui ont été exportés. Donc on n'est plus du tout nettement 6 fois plus que le matériel dit militaire, mais qui vient donc s'additionner à ce matériel militaire. En 2022, les chiffres sont moins importants, c'est 35 millions, donc parce que ça dépend des années, il y a des commandes plus importantes suivant les années. On est toujours en matériel militaire sur des temps longs, et souvent, c'est pas le chiffre d'une année qui est significatif. Il faut souvent prendre des moyennes si on veut avoir une perception plus réelle de la réalité et des échanges qu'il peut avoir. Donc voilà, sur les composants. Et là encore, sur les composants, ils sont répartis par très grandes catégories. Il y a 10 catégories. On a la surprise de voir qu'il y a des composants sur le domaine nucléaire qui sont encore échangés entre les 2 pays, alors que, d'un point de vue, là encore, des engagements pris par la France au niveau international, dans la mesure où Israël est une puissance nucléaire qui n'a pas rejoint le traité de non-prolifération, qui régit actuellement l'ensemble de la réglementation au niveau nucléaire, au niveau mondial, la France, qui elle l'a rejoint, ne devrait pas commercer avec Israël sur ce domaine-là. Alors là encore, on a des montants, on ne sait pas ce que ça veut dire derrière, bien évidemment. Mais quel que soit ce que ça veut dire derrière, ça ne devrait pas exister. Et c'est là aussi, bon, je sais pas où j'en suis dans le temps. Non. Donc, non, parce qu'on se fait vite déborder. Donc on revient aussi, je vais revenir un peu sur le type de coopération qui est développé, parce que là, je vous parle de matériel, d'échange, de vente de matériel. Mais la coopération militaire qui s'est développée ne concerne pas que des échanges commerciaux, bien évidemment. Et elle peut prendre différentes formes, et des formes extrêmement multiples,
Parce que quand on essaye de regarder un peu quel type de coopération qui se pose entre les deux pays, il y a bien sûr des échanges de matériel, donc dans les deux sens, que la France vend ou que la France achète. Ce que la France achète, on ne le sait pas. On sait ce que la France vend, mais on ne sait pas ce que la France achète. Donc ça aussi, ce qui devrait nous poser des problèmes, parce que ça veut dire qu'on achète du savoir-faire à un pays dont on sait pourquoi il l'a développé, comment il l'utilise, mais ça gêne pas à la France d'acquérir ce savoir-faire pour son propre usage, et sans que ça pose débat dans la société, ni au niveau parlementaire, et encore moins au niveau social, alors que ça devrait vraiment nous interroger collectivement, puisque bon, dans les hypothèses, quand même, malgré tout, dans le type de matériel ou de savoir-faire que la France s'intéresse au niveau de ce qu'a développé Israël, c'est sur le sécuritaire, c'est sur le contrôle, bien évidemment, des foules, sur le contrôle des gens, le contrôle des quartiers. Et donc, ça veut dire, après, un usage qui peut nous concerner tous, non seulement au niveau militant, au niveau des actions qu'on peut mener, à la fois du contrôle de surveillance, bien évidemment, du contrôle de gestion des foules, enfin ce genre de choses qu'on devrait vraiment interroger. Et c'est vrai, pour aller sur de l'actualité, se préparent les Jeux Olympiques où se pose la question de la sécurité, c'est à peu près certain qu'à ce niveau-là, il y a eu des échanges entre des entreprises de sécurité qui s'occupent de la sécurité des Jeux Olympiques françaises et des entreprises israéliennes de sécurité. Mais on n'a pas les moyens, au niveau de la société civile, au niveau des individus, de le savoir. Alors que ce type d'échange devrait réellement être débattu collectivement, puisque bon, on est censé être en démocratie, et toutes les questions concernant le militaire, notamment, sont soumises à un contrôle. En France, la loi sur le militaire, c'est l'interdiction de fabrication, de commerce au niveau du matériel militaire. C'est ça la base de la loi, sauf autorisation. C'est-à-dire que le gouvernement s'est confisqué le pouvoir par rapport à ça. Mais le gouvernement, en démocratie, c'est nous aussi. Alors que ce débat-là, on l'a jamais. C'est le gouvernement qui délivre les autorisations de vente de matériel. C'est pas les entreprises, Thales, Dassault, enfin, etc. On y reviendra dessus avec Stoparming, qui décident d'elles-mêmes d'aller discuter avec, de répondre aux appels d'offres lancés par les entreprises israéliennes. Ça passe par un accord du gouvernement, une autorisation qui est délivrée par le Premier ministre. Donc c'est-à-dire une autorisation au sens politique du terme. Mais là, sans débat, effectivement. Mais donc, qui nous concerne chacun de nous. Ça, c'était vraiment les éléments sur lesquels je veux insister, parce que ce qu'on voit, c'est effectivement, il y a de l'opacité, mais cette opacité, on peut arriver à la briser si chacun, puisqu'on est concerné, et qu'on en prend conscience, et qu'on fasse circuler de l'information. J'ai envie de dire, l'affaire Eurowings que vous connaissez, sur laquelle on va revenir dessus, c'est bien grâce au départ à des lanceurs d'alerte, on va les appeler comme ça, qui ont permis que ça soit posé sur la place publique. Et ça c'est quelque chose qui devrait se développer, puisque la France s'est engagée au niveau international dans différents accords qui font qu'on ne devrait pas vendre à Israël. C'est bon, le traité sur le commerce des armes, qui est signé d'ailleurs aussi par Israël autant que par la France, qui interdit d'aider un pays à commettre des crimes de droits humains. Ce sont les conventions de Genève, bien évidemment, qui disent aussi que non seulement un pays qui les a signés ne doit pas commettre des crimes de droits humains, mais il ne doit pas favoriser un autre pays à en faire. Alors qu'en vendant des armes, bien évidemment, on aide ce pays à le faire, même si c'est que des composants. Puisque des composants marqués Made in France ont été retrouvés à Gaza.
Donc c'était en 2014. Il y en a aujourd'hui, bon, la situation fait que c'est difficile de mener des enquêtes sur le terrain pour essayer de voir si on en retrouve, mais c'est évident qu'il y en a encore qui sont des composants français qui sont utilisés dans les armes utilisées par l'armée israélienne aujourd'hui. Donc là aussi, ça devrait susciter un débat, malgré ce que dit Le Cornu, le ministre des Armées, que le matériel qu'on vend, il est sous contrôle et qui sert qu'à Israël pour l'exporter. Même ça, d'un point de vue juridique, ça ne tient pas la route. Parce que ça permet à Israël, même si c'est vrai, c'est-à-dire que ces composants ne sont pas utilisés directement dans les armes israéliennes, mais dans celles qui les exportent, ça permet à Israël d'utiliser les siennes pour le matériel. Et donc, du coup, même ça, d'un point de vue légal, on est en dehors de la légalité internationale dans laquelle la France s'est engagée, dans laquelle on est, nous aussi, engagés, que ce soit le traité sur le commerce des armes, la position commune de l'Union européenne, les conventions de Genève, et puis le dernier, bon, la Cour internationale de justice qui ramène aussi cette question qu'on ne doit pas aider un autre pays à commettre des crimes, ce qu'on fait à travers cette coopération. Et surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est dans cette coopération à double usage, à double sens, que non seulement on les aide, mais nous, on acquiert, enfin la France acquiert ces technologies de surveillance aussi grâce à Israël, et qui seront utilisées aussi en France, bien évidemment. Alors, sur les actions, tout ça, on aura le temps d'y revenir avec les autres, donc je m'arrête là, parce que j'ai dû dépasser mon temps. C'est parfait. Merci. Ok. Eh bien, pendant que Ariane se déplace de l'autre côté, je vous la présente quand même un peu plus. Merci Patrice. Alors, Ariane est journaliste, je vous l'ai dit, à Disclose. Elle est membre aussi d'un collectif de journalistes basé à Marseille, le collectif Presse Papier, et elle mène un travail d'enquête sur les ventes d'armes françaises. Ces travaux sont publiés dans différents documents, sous forme d'articles ou de bandes dessinées. Vous en avez un exemple sur la table. Et dernièrement, on peut parler de coup de maître, puisque avec Disclose, donc, Ariane a sorti un article et une affaire autour de l'entreprise marseillaise Eurolinks. Donc elle va nous en parler. Je voulais vous dire quand même deux mots de Disclose, qui est un journal qui fait un travail d'enquête indépendante, partant du principe que c'est un droit d'être informé. Et la particularité de Disclose, c'est que c'est un journal qui n'appartient pas à des milliardaires qui pourraient vendre des armes d'ailleurs, par exemple, ça existe en France, paraît-il. Donc c'est un journal qui est financé uniquement par les lecteurs. Donc vous pouvez soutenir Disclose, et déjà en vous abonnant, puisque c'est ouvert à tous, et puis en faisant des dons. Il travaille sur plein de domaines, et notamment... Ok, merci beaucoup pour la présentation. Effectivement, tout soutien est bienvenu, donc merci pour la petite promo. Je tiens à dire que cette enquête dont je vais vous parler plus en détail, on l'a fait en collectif avec Nina Hubinet, qui est une journaliste de Marseille, qui travaille notamment pour Mars Actu, et donc on a travaillé ensemble sur ce sujet. Donc juste pour vous dire qui je suis, donc Ariane Lavrieux, je suis journaliste pour Disclose, mais j'ai beaucoup travaillé sur les ventes d'armes avant de m'intéresser à Eurolinks, et là je vous ai mis deux articles notamment deux enquêtes sur lesquelles j'ai travaillé, sur la coopération entre la France et l'Égypte, et comment la France a aidé à fournir du renseignement militaire pour pouvoir vendre plus d'armes à l'Égypte. C'était les mémos de la terreur, et il y a quelques années j'avais fait une cartographie un peu comme ce qu'a fait Stop Arming France, mais sur les armes, où étaient fabriquées les armes qui servaient au Yémen en France. Donc j'avais répertorié plusieurs sites, et dans notre coin ici il y avait notamment Airbus hélicoptère. Voilà, on pourra en reparler plus en détail après. Mais donc là, moi, je voulais vous parler
d'un cas très concret, très particulier, qui se passe en plus à Marseille, donc qui a été révélé par Mars Actu et Disclose, où on a découvert que des composants, des pièces détachées qui servent à des mitrailleuses ont été expédiés en Israël le 23 octobre dernier. Donc c'était 10 jours après le lancement de l'opération, de l'offensive sur la bande de Gaza. Et donc c'est des composants. Je vais vous parler donc de cette petite entreprise. Est-ce que quelqu'un peut-être a déjà entendu parler d'Eurolynx? S'il y a des gens qui habitent Château-Gombert ou la Porte-Rouge, voilà, on a une personne qui connaît Eurolynx. Donc effectivement, ce n'est pas une grosse entreprise très connue. C'est une petite PME. Il y a 50 ouvriers, 70 salariés en gros qui travaillaient avant à la Pointe-Rouge et qui ont été relocalisés à Château-Gombert sur le lieu de la Technopole donc qui fabriquent quasi essentiellement des maillons, des composants pour des munitions. Et nous, celle qui nous intéresse, ça va être des munitions, voilà, des petits maillons qui servent à relier en fait des munitions de 56 mm qui sont ensuite, qui vont former ensuite des sortes de ceintures, des sortes de bandes qu'on va intégrer dans des mitrailleuses pour tirer beaucoup plus rapidement, pour avoir une cadence de tir très rapide. Voilà, ça paraît être une technologie un peu basique, un accessoire un peu futile, et en fait c'est essentiel. Sans ce maillon-là, vous pouvez pas tirer en rafale en fait. Donc ce qu'on a trouvé avec Nina, c'est une source qui nous a transmis des photos de l'intérieur de colis qui étaient destinés à une entreprise israélienne qui s'appelle IMI System, qui se présente elle-même comme le leader mondial des munitions de petit calibre et le fournisseur exclusif des forces israéliennes. Voilà, donc il y avait plusieurs dizaines de colis en fait qui étaient empilés dans l'usine et on a calculé, on a estimé que la livraison s'élevait à au moins 100 000 petits maillons, donc 100 000 pour relier 100 000 munitions. Mais c'est peut-être plus parce qu'il y a eu peut-être d'autres livraisons après, peut-être qu'il y avait d'autres cartons. Donc voilà, c'est une estimation basse qu'on a pu faire avec Nina. Pour vous montrer à quoi ça sert, sur où c'est fixé, en fait, c'est là sur le petit magazine de l'arme. Et donc là, je vous ai mis une arme qui est utilisée par les forces israéliennes, le Negev 5, du nom du désert. Et à l'origine, Eurolynx ne fabrique pas des maillons spécifiquement pour cette arme utilisée par l'armée israélienne, plutôt pour des armes de l'OTAN. Mais il se trouve que cette arme israélienne, elle est calibrée pour fonctionner comme les armes de l'OTAN. Et donc les maillons d'Eurolynx sont a priori compatibles avec cette arme-là. Et alors, on a interrogé effectivement le ministère des Armées pour savoir, bon, mais qu'est-ce qui se passe avec ces composants. Et le jour même, le jour de nos révélations, il nous a répondu qu'en réalité, la licence d'exportation, donc le tampon donné par l'État français pour autoriser la vente d'armes, en fait, ne donne pas le droit à l'armée israélienne d'utiliser ces composants. Donc, ils sont envoyés à l'entreprise au nord de Tel Aviv, IMI System, qui est ensuite censé les livrer à une autre entreprise qui va ensuite les exporter vers d'autres pays. C'est ça qui est prévu, si l'on en croit donc le ministre sur la licence d'exportation. Sauf que, bon, effectivement, j'entends quelques commentaires et je crois comprendre qu'il y a quelques doutes. En tout cas, il manque des preuves. Peut-être que le ministre des Armées dit l'entière et totale vérité, peut-être. Le problème, c'est qu'on n'a aucune preuve de ce qu'il avance. On a posé la question au PDG d'Eurolynx, qui lui-même, et vous pouvez retrouver l'interview en intégralité sur le site de Mars Actu, et il nous dit, moi déjà, j'ai aucun moyen de m'en assurer, de où ça va, où vont les matériels. Mon client me dit que c'est réexporté, c'est ça qui est écrit sur la licence, mais moi je ne sais pas si ça va au Pakistan, aux États-Unis, au Canada, j'en sais rien. Et en plus, sur ce cas précisément des maillons qui ont été expédiés le 23 octobre 2023, il n'y a pas eu de contrôle.
Il n'y a pas eu de contrôle de l'ambassade française sur place pour vérifier si, oui, les composants, les colis étaient bien réexpédiés ou ne servaient pas à l'armée israélienne. Il y a eu un certain nombre d'articles de la presse israélienne pour expliquer que les entreprises manquaient de munitions, manquaient en particulier de munitions, et du coup avaient demandé aux entreprises israéliennes de décaler leur contrat à l'exportation, leur livraison à l'exportation. Donc il y a un risque réel que même si des composants étaient destinés à la réexportation, dans le cadre de cette guerre qui demande énormément de munitions, où les stocks commencent à s'épuiser du côté de l'armée israélienne, il y a un risque que c'est pu être utilisé dans le conflit. Et il y a une ONG qui a documenté le massacre de la Farine. C'était le 29 février dernier. Des centaines de Palestiniens, de Gazaouis se rassemblent pour essayer d'avoir accès aux quelques camions d'aide humanitaire. Il est 4 heures du matin et l'armée israélienne tire sur la foule. Il y a 112 morts. Et parmi les armes qui sont utilisées par l'armée israélienne, il y a le Negev 5 dont je vous ai montré tout à l'heure. En tout cas, c'est ce que nous affirme une ONG, l'ONG Euromed Human Rights Monitor. Et donc, voilà, ça montre que les armes qui ont pu être équipées par des maillons marseillais ont pu être utilisées dans ce massacre de la Farine. Pour toutes ces raisons, il y a un ensemble, une coalition d'ONG qui ont attaqué en justice la France. Ça s'est passé avant-hier, jeudi, c'est tout frais. Donc elles ont déposé 3 plaintes, enfin on ne dit pas vraiment des plaintes, on dit des requêtes, c'est des référés devant le tribunal administratif. Donc elles demandent à l'État, au Premier ministre, de suspendre les licences d'exportation. De suspendre et de ne plus en délivrer. Donc une fois qu'il n'y a plus de licence d'exportation, eh ben, les douanes doivent arrêter tous les colis d'armement qui sont prévus pour Israël. On n'en est pas donc encore du tout là, on en est juste au stade de la saisine. Et ces ONG ont notamment demandé la suspension de la licence qui a probablement permis à Eurolinks d'exporter, enfin de livrer ses composants militaires en Israël. Voilà, donc ça c'est tout frais, on n'a pas encore la réponse de ce qui va se passer, mais comme c'est une procédure d'urgence, normalement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, le tribunal administratif est obligé de se prononcer. Voilà, je pense que j'en ai fini. Oui, un dernier petit point, si vous avez des camarades, des collègues, des amis qui travaillent dans des usines, des entreprises d'armement ou sur les docks, dans le port, sachez que nous, on continue d'enquêter sur ce sujet, parce que le problème, évidemment, c'est une question très grave de possible complicité de génocide pour la France, mais c'est aussi une question basique, démocratique, pour tout citoyenne française de savoir mais qu'est-ce que la France accepte, valide ou non en notre nom. Et donc nous, en tant que journalistes, quand bien même la guerre s'arrêterait, on va continuer d'enquêter sur les décisions qui sont prises par la France en toute opacité, et non seulement en toute opacité, mais en plus avec un refus obstiné de rendre des comptes. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, si jamais vous avez des collègues, des amis, vous-même, des informations, je vous ai mis le numéro signal de Disclose pour nous contacter. Voilà, merci beaucoup. On précise que si vous contactez Disclose, il y a un truc qui s'appelle la sécurité des sources en France, donc vous serez protégé. On ne va pas donner votre nom et le mettre en pâture. Merci beaucoup Ariane. Vous pourrez donc poser des questions à Patrice, à Ariane tout à l'heure. Notez vos questions pour ne pas les oublier. Et on va passer à notre dernier intervenant sous la forme de 2 intervenantes, Marianne et Laure, qui sont les animatrices de la campagne, enfin qui font partie des animatrices et animateurs de la campagne Stop Arming Israël France.
Ce collectif, il s'est constitué de manière un peu spontanée en octobre dernier, suite donc à l'attaque de Gaza sur Israël et surtout à la réplique d'Israël, l'attaque du Hamas en Israël et à la réplique donc de l'État d'Israël sur Gaza. C'est des militants et des militantes qui sont issus de divers horizons et qui donc animent cette campagne. En réponse à l'appel de 30 syndicats palestiniens pour cesser tout commerce d'armement avec Israël. D'où leur invitation aujourd'hui. Merci de nous avoir invités tout d'abord. Oui, donc nous on vient parler au nom effectivement, comme on vient de le dire, de Stop Arming Israel France, qui est donc la section française, mais d'une campagne qui est internationale. Donc Stop Arming Israel, c'est une campagne internationale qui a été initiée par les syndicats palestiniens, et on tient à insister sur ce fait-là, c'est que c'est un appel qui vient de la société palestinienne, donc à la fois de grandes confédérations syndicales, mais aussi d'associations professionnelles qui se situent à la fois à Gaza et en Cisjordanie, qui sont regroupées donc sous l'appellation de Workers in Palestine. Donc vous pouvez, il y a un site internet que vous pouvez évidemment consulter. Et donc par le biais de Workers in Palestine, il y a un appel qui a été lancé le 16 octobre qui avait pour mot d'ordre « Mettez fin à toute complicité, arrêtez d'armer Israël ». Donc les demandes de ces syndicats, elles étaient très claires. Donc tout d'abord, refuser de construire des armes à destination d'Israël, refuser de les transporter vers Israël. Dans le cadre des syndicats, adopter des motions qui vont dans ce sens-là. Également mettre la pression sur les gouvernements pour qu'ils coupent toute collaboration militaire avec Israël. Et évidemment, même si c'est un appel qui est à destination des syndicats, il s'adresse aussi de manière plus générale à tous les citoyens qui veulent s'emparer de la campagne, qu'ils travaillent dans l'armement ou pas, pour justement agir contre les entreprises complices du génocide en cours. Je mentionne également que cette semaine, par le biais encore de Workers in Palestine, ils ont lancé un nouvel appel qui renouvelle cet appel adressé au monde entier, qui appelle donc à la mobilisation générale pour deux dates qui arrivent. Donc dans le cadre du 1er mai, évidemment c'est un appel en priorité destiné aux organisations syndicales, puisque c'est un jour évidemment important, mais également donc le 15 mai pour l'anniversaire de la Nakba. Donc voilà, il y a ce deuxième appel que vous pourrez également retrouver sur le site de Workers in Palestine, et nous on fera en sorte de le traduire en français très rapidement. Il est sorti hier, il me semble. Il y a eu cet appel donc le 16 octobre, et on peut se demander quelles ont été les réponses à partir d'octobre à cet appel. Donc il y a eu des réponses évidemment à l'international. Donc sur le site de Workers in Palestine, il y a plus de 40 organisations et syndicats qui sont référencés, qui ont fait explicitement référence à cet appel. C'est des syndicats sectoriels, locaux, nationaux. Vous pourrez évidemment trouver la liste. Ce qui a donné lieu à des mobilisations à l'international dont vous avez sûrement pris connaissance. Il y a eu des images assez marquantes. En Angleterre, il y a eu beaucoup de blocages d'usines Elbit Systems, donc qui est la principale entreprise d'armement israélienne. Donc il y a très régulièrement des blocages d'usines en Angleterre, notamment par le collectif Workers for a Free Palestine. Il y a eu également aux États-Unis ou en Australie des actions assez marquantes visuellement, donc de militants qui allaient bloquer donc des navires en allant donc devant les navires avec des jet skis. Vous pouvez voir les images. Donc il y a mi-février, il me semble,
Il y a un syndicat un autre exemple, il y a un syndicat de dockers en Inde qui a annoncé qu'il désormais refusait de transporter des armes à destination d'Israël. Donc ça s'inscrit bien sûr dans une tradition de solidarité internationale entre les travailleurs qui est vraiment, disons, à l'essence des valeurs du syndicalisme. Donc c'est ce qui s'est passé à l'international. Il y a plusieurs aspects pour aborder la question qu'on a déjà un peu cités. Il y a les solutions, disons, les approches institutionnelles, donc interpeller les élus pour que par la suite eux aussi interpellent le gouvernement pour que le gouvernement cesse d'accorder des licences d'exportation. Évidemment, on met toujours la pression pour que ce soit le cas, mais on voit bien que le gouvernement n'a pas l'air de vouloir accéder à ces demandes-là. Il y a l'aspect juridique qu'on a déjà un peu mentionné, que ce soit par la démarche des ONG qu'on a citées, ce qui est évidemment renforcé après la décision de la CIJ. Il y a 2 semaines, il y a également le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a demandé justement un embargo sur les armes. Il y a eu 115 députés qui ont également interpellé Emmanuel Macron sur cette question-là. Mais les plaintes peuvent donner lieu à ce qui se passe également. Donc cette semaine, il y avait le Nicaragua qui portait plainte contre l'Allemagne, justement pour son rôle via les ventes d'armes, en fait, pour complicité. Ça pourrait être le cas aussi pour la France, c'est ce qu'on voit avec la plainte des ONG qu'on mentionnait plus tôt. Mais ça, évidemment, c'est des procédures qui sont très longues. Et donc, Stop Arming Israël France s'est créé justement dans l'idée de nous, qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle d'individus pour agir sans avoir à déléguer en fait toujours la question de l'armement à ceux qui seraient plus au courant et qui auraient les statuts qui permettraient de le faire. En fait, on considère qu'on peut tous agir sur cette question et donc agir sur les conditions matérielles du génocide, c'est-à-dire s'attaquer directement aux entreprises d'armement, du fait évidemment du poids du secteur de l'armement en France, puisqu'on considère qu'il y a 30 milliards de chiffres d'affaires annuels. Il y a à peu près des milliers d'entreprises, dont des grands groupes dont je vous ai parlé juste avant. Et la France est récemment passée deuxième vendeur d'armes, comme on le rappelait juste avant. Et ça représente effectivement, c'est pour ça qu'on dit qu'on connaît plus ou moins tous quelqu'un qui est lié là-dedans, parce qu'il y a 200 000, ça représente 200 000 emplois en France, donc dans certaines zones c'est 7% des emplois industriels, c'est autant que l'automobile, donc c'est vraiment un poids important. Mais donc on se dit que justement ce secteur il est vital parce que si les travailleurs se mettent en grève, la machine s'arrête immédiatement. Donc c'est pour ça que Stop Arming Israël France s'est créé. De manière, comme on l'a dit tout à l'heure, très spontanée. La première action qui a réuni, disons plus visiblement, la campagne en France, c'était lors du salon Milipol, donc un des principaux salons d'armement français qui se déroulait le 15 novembre à Villepinte, à côté de Paris. Donc notre action, par la suite, s'est déroulée en plusieurs actes. En plusieurs axes, pardon. Le principal travail qu'on a mentionné précédemment également, c'est la recherche et la diffusion d'infos. Évidemment, trouver des informations sur ces entreprises et les collaborations, puisqu'on a dit que c'est pas tellement des ventes. Nous, on travaille beaucoup sur les collaborations et notamment la création, par exemple, de co-entreprises entre les entreprises françaises et les entreprises israéliennes. Donc à la fois les grands groupes, on a cité donc Dassault qui a fourni évidemment historiquement les avions Ouragan dès les années 50 qui constituaient l'essentiel de la flotte israélienne.
Safran, qui a développé donc un système, c'est un système optronique qui a intégré donc des jumelles qu'on appelle les mosquitos à un système de vision globale israélien de la firme d'armement Rafael, la deuxième entreprise d'armement israélienne, qui permet en fait d'avoir une vision augmentée du champ de bataille. Donc là, il y a vraiment un travail en collaboration des deux entreprises. Thales évidemment a créé une co-entreprise avec Elbit via Thales Royaume-Uni qui s'appelle UTAX pour développer des drones. On a ces grands groupes, mais on a également donc des PME comme on a cité juste avant Eurolinks, des sous-traitants et le cas qu'a mentionné donc Patrice Bouvray un peu plus tôt en 2014 lors de l'opération Barrière Protectrice, c'était le cas de Excelia, une entreprise dont le siège est à Paris, et donc lors de cette opération Barrière Protectrice, il y a un missile qui a donc visé un immeuble à Gaza et tué donc 3 enfants, et dans les débris du missile a été trouvée donc une pièce sur laquelle était notée Made in France, Eurofarad, ce qui était l'ancien nom de Excelia, ce qui a été documenté donc par une journaliste à l'époque qui s'appelle Anne Pack. Et la famille donc a porté plainte. C'est donc la famille Chouebar qui est encore donc 10 ans après en procès, qui a été auditionné encore cet été à Paris. Donc ce qui montre encore une fois la longueur des affaires judiciaires, et qui a été un peu le premier, enfin peut-être pas le premier, mais qui était un cas qui a vraiment amené sur la scène médiatique la question de justement ces collaborations militaires France-Israël, puisqu'il y avait une preuve très concrète, comme peut l'être celle d'Eurolinks aujourd'hui, de ces liens. Donc nous, pour trouver ces informations, on travaille à partir de sources publiques, comme l'a dit Patrice Bouvray, le rapport annuel du Parlement sur les exportations d'armement. On a évidemment beaucoup travaillé à partir de tout ce qu'a effectué Patrice Bouvray à l'Observatoire de l'armement. Également, il y a des bases comme CIPRI ou le CAT, Campaign Against Armed Trade, et les communiqués des entreprises. C'est assez intéressant de voir ça parce que justement, les entreprises souvent se vantent de créer des nouveaux contrats, justement, puisque ça montre le dynamisme économique du secteur. Souvent, c'est plus les entreprises israéliennes qui se vantent d'avoir créé des entreprises avec les françaises que l'inverse. Les françaises restent plus discrètes, mais du coup, on peut trouver des informations comme ça qui ne sont pas forcément précises. Mais voilà, c'est une porte d'entrée. Et nous, donc, on a cherché à rendre intelligibles ces informations-là, puisque nous, on s'est créé de manière spontanée, mais on n'était pas du tout spécialiste de l'armement, donc on a appris sur le tas comment fonctionne un missile et ce genre de choses. D'où le fait qu'on a sorti donc un guide, ce guide sur les collaborations, donc le guide des entreprises françaises d'armement complices d'Israël, que vous voyez à l'écran et que vous retrouverez également dans la salle à côté si vous voulez l'acquérir. Il est également disponible gratuitement sur notre Padlet, on vous mettra le lien après. Et il y a donc par entreprise donc une fiche synthétique sur chaque entreprise. Là vous les voyez, vous avez Dassault, Safran, vous pouvez retrouver un peu toutes les informations. Et à la suite de ce guide, on a également réalisé un travail de cartographie que va vous présenter Marianne. Ou autre, voilà, plus il y a d'actions sur une semaine, plus il y a une visibilité et plus il y a d'impact. Nous, on sait qu'il y aura déjà des actions en Australie, au Danemark, en Norvège, au Canada, sûrement au Royaume-Uni, sûrement en France, etc. Donc voilà. Pour cette semaine d'action, on vous encourage à nous envoyer par exemple des vidéos ou des photos pour avoir une compilation un peu des choses qui ont été faites en France. Voilà. Merci et merci pour l'invitation. Merci Marianne.
Alors moi je retiens qu'il y a plein de choses à faire.